Bonjour chers élèves de 5e, j'espère que vous allez bien. Le cours d'aujourd'hui portera sur Jeanne d'Arc et Charles VII. Jeanne d'Arc, probablement le personnage le plus extraordinaire de l'histoire de France, le plus légendaire, quasiment le plus mythologique. Un personnage qui est rentré dans l'histoire euh, par une porte très brève, 2 ans, et qui n'en est jamais sorti, puisque tout le monde a entendu parler de l'épopée de Jeanne d'Arc. C'est de cette épopée que j'ai décidé de vous entretenir aujourd'hui. Il est indispensable que vous ayez votre livre ouvert au document 6 de la page 123. Revenons sur la guerre de Cent Ans, chers élèves, et passons à la deuxième phase de la guerre de Cent Ans. Comme vous le savez, pendant la première phase, le XIVe siècle, les Anglais nous ont mis définitivement plusieurs, si je puis dire, raclés. Raclés à la bataille de Crécy en 1346, où c'est le roi Philippe VI de Valois qui est vaincu. Raclés à la bataille de Poitiers en 1356, où c'est le roi Jean de Lebon qui est vaincu. Et alors, les Français, au XVe siècle, essayent d'éviter les affrontements en champ clos, les affrontements bataille contre bataille, guerre contre guerre. On essaye d'éviter l'armée anglaise. C'est à ce moment, en 1415, où le roi d'Angleterre, Henri V de Lancastre, décide de débarquer, comme vous le savez, et de pratiquer une chevauchée. Il va nous infliger, hélas, encore une fois, la terrible défaite d'Azincourt en 1415, où une fois de plus, ce sont les archers gallois qui vont faire merveille contre la lourde cavalerie française. Cette lourde cavalerie française dont je vous ai déjà parlé, chers élèves, et dont on ne voit plus le visage. Comme vous le savez, depuis les croisades, les chevaliers français ont un aume qui leur masque le visage. Et ainsi, hélas, on ne voit pas leur identité. Alors c'est pour cette raison que pour identifier les combattants sur le champ de bataille, pour connaître leur identité, on met des blasons, des signes distinctifs sur leur écu. Comme ça, chaque famille de seigneurs ayant son propre blason, j'arrive à identifier au beau milieu de la mêlée mon ami ou mon ennemi. Comme vous le savez aussi, dans cette seconde phase de la guerre de Cent Ans, l'artillerie, les canons, va jouer un rôle fondamental. Et alors, dans cette seconde phase, le roi Charles VII va être finalement un roi vainqueur. C'est pour ça que je veux que vous regardiez votre livre, document 6, page 123, très soigneusement, et vous soyez capable d'identifier les villes dont je vais vous parler pendant mon exposé. Regardez bien, par exemple, soyez capable de localiser les villes de Chinon, les villes de Compiègne, les villes de Reims, la ville de Castillon, la ville de Rouen et bien sûr, on va revenir sur Jeanne d'Arc, la ville de Domrémy. Revenons-en donc à Jeanne d'Arc. Alors on connaît sa vie, hélas, à cause de sa mort. En effet, c'est au moment de son procès qui va être organisé, on va voir dans quelles circonstances, que nous sont transmis 2 énormes manuscrits qui contiennent les interrogatoires que Jeanne a subis. Et donc elle a été interrogée très longuement par ses juges sur sa vie, et ainsi nous connaissons en première main les renseignements qui vont nourrir cet exposé. Alors, Jeanne est née en Lorraine, dans le petit village de Domrémy. Aujourd'hui, c'est dans le département des Vosges. En revanche, les historiens s'interrogent sur sa date de naissance. En effet, quand on demande à Jeanne, au moment de son procès, quand est-elle née, elle l'ignore. Elle dit environ vers 1412. En effet, à cette époque, les gens ne connaissaient pas vraiment leur date de naissance. Il n'y avait pas de carte d'identité, il n'y avait pas d'obligation d'état civil. Il faudra attendre l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1537, faite par le bon roi François Ier, qui ordonne à tous les prêtres d'inscrire dans un registre des paroisses les naissances et les décès des hommes et des femmes des paroisses. Mais là, on n'est pas en 1537, on est en 1412. Donc les gens, mis à part les grands seigneurs, mis à part les princes, mis à part le roi de France, n'ont qu'une connaissance approximative de leur date de naissance. Allons pour 1412. Jeanne est fille de paysans. On a conservé sa maison. C'est une maison en pierre, à Domrémy, de 3 pièces. Elle est issue d'une famille de paysans assez riches, de 5 enfants. Ces paysans sont appelés des laboureurs. Les laboureurs, si vous voulez, c'est la catégorie la plus riche des paysans. Ils possèdent un attelage, ils possèdent une maison, ils sont propriétaires de leurs champs.
Rien à voir avec les paysans les plus pauvres, rien à voir avec les serfs. Jeanne ne sait ni lire ni écrire. Très vite, très tôt, elle prétend avoir des voix, entendre des voix célestes. Il faut vraiment que vous compreniez ça, parce que c'est là où l'épopée de Jeanne d'Arc prend un tour légendaire et mythologique. Très vite, alors qu'elle ne sait ni lire ni écrire, dès l'âge de 13 ans, elle prétend entendre les voix de Sainte Marguerite et de Sainte Catherine. Et surtout, elle prétend entendre les voix de l'archange Saint Michel. À 17 ans, ses voix se font plus pressantes et lui ordonnent, selon un message céleste, d'aller délivrer la France. Désobéissant à ses parents, elle se rend chez son seigneur, le sire de Baudricourt, dans la ville de Vaucouleurs. Et là, alors, elle lui demande à tout prix de lui donner une escorte pour aller voir le roi, Charles VII, à Chinon. Mais avant de continuer sur Jeanne d'Arc, regardez bien la situation de la France au temps du roi Charles VII. En effet, le royaume de France est dans très très mauvaise posture. Le roi Charles VII ne dirige qu'une moitié sud, au sud de la Loire de la France. Tout le nord, regardez la Normandie, regardez la Bretagne, est aux mains des Anglais. Pire, les Anglais possèdent encore leur fief d'Aquitaine, la Guyenne. Et surtout, ils ont des alliés, les Bourguignons. Les Bourguignons sont les alliés des Anglais parce que Charles VII, quand il était dauphin, quand il était le fils du roi son père, le roi Charles VI, qui était fou, il a fait probablement assassiner le duc de Bourgogne, Jean sans peur, pardonnez-moi. Donc, depuis ce temps, et c'est normal, on les comprend, les Bourguignons sont les alliés des Anglais. Revenons à Jeanne d'Arc. Elle arrive, on ne sait pas comment. Imaginez cette jeune fille qui a 17 ans, qui ne sait lire ni écrire, dans un monde d'hommes de fer et de feu, dans un monde d'hommes de guerre. Elle arrive à convaincre, au bout de plusieurs tentatives, le sire de Baudricourt de lui donner une escorte pour aller trouver le roi Charles VII à Chinon. Elle a vraisemblablement 17 ans, une toute jeune fille. Au passage, c'est là qu'elle commet peut-être une de ses erreurs. C'est une jeune fille. Elle adopte les habits du garçon. Elle fait une coupe, une sorte de coupe militaire à la garçonne, elle se fait couper les cheveux au-dessus des oreilles et sur la nuque, et elle portera des vêtements d'homme. Elle se rend à Chinon. Elle voit le roi Charles VII. Et là, outre mystère, le roi Charles VII, entouré de sa cour, est touché par cette jeune fille de 17 ans qui vient le trouver, prétendument habitée par des voix célestes. Et elle lui prédit 3 choses. On va reprendre Orléans aux Anglais, et surtout, vous allez vous faire sacrer à Reims. En effet, si vous regardez la carte, regardez où est située Reims. Vous connaissez votre cours d'histoire, vous savez que Reims, c'est le siège de la cathédrale, là où on sacre les rois de France. Le roi Charles VII était roi légitime depuis la mort de son père, Charles VI le Fou, mais n'avait pas été sacré. Pourquoi? Si vous regardez la carte, on comprend pourquoi. C'est que Reims est à la limite du domaine bourguignon. Et donc le roi de France n'avait pas osé y aller se faire sacrer. Jeanne convainc le roi Charles VII d'aller se faire sacrer à Reims. Immédiatement après cette cérémonie, en 1429, le roi Charles VII devient aux yeux des Français un roi légitime. Je vous ai rappelé longuement cette importance du sacre qui fait qu'officiellement le roi de France devient le roi de France dans le cœur des Français. Vous connaissez l'importance des cérémonies publiques et collectives qui mènent l'Église à cette époque, chers élèves. Le roi est sacré. Hélas pour Jeanne, les événements vont s'accélérer. Elle est capturée au siège de Compiègne par les Bourguignons en 1430. Les Bourguignons ne la tuent pas. Les Bourguignons vont la confier aux Anglais. Ils la vendent aux Anglais contre une énorme somme, 10 000 livres tournois. 10 000 livres tournois, chers élèves, pour vous donner une idée, 60 livres, c'est une belle maison de paysans. 100 livres, c'est un gros destrier de bataille. Donc 10 000 livres tournois, c'est une fort jolie somme. Bref, les Bourguignons confient Jeanne aux Anglais. Alors les Anglais sont très habiles, ils veulent surtout pas la condamner à mort comme ça. Les Anglais savent, depuis le siège d'Orléans, elle a réussi à les chasser d'Orléans, qu'elle est une figure de la résistance française. Les Anglais veulent surtout pas en faire un martyr, en faire une sorte d'héroïne française. Donc très habilement, les Anglais la ramènent à Rouen
localisez Rouen sur la carte de votre livre, et vous voyez que c'est en plein milieu de leur fief de Normandie, c'est leur sorte de QG, de quartier général de l'armée anglaise en Rouen, et les Anglais la ramènent à Rouen et la confient à l'Église. Ils la confient à l'évêque de Beauvais, un de leurs alliés, le tristement nommé Pierre Cochon. En effet, c'est l'Église qui va instruire le procès de Jeanne d'Arc. Alors vous vous demandez, mais qu'est-ce que l'Église peut lui reprocher à Jeanne d'Arc? Les Anglais, on comprend. C'est une figure de la résistance française, elle a donné une nouvelle impulsion à l'armée française, elle a donné du courage, elle a donné de l'espoir, elle a donné une nouvelle ambition au roi Charles VII, ça on comprend le rôle des Anglais. Mais l'Église, pour l'Église de France, Jeanne d'Arc est d'une certaine façon une sorcière. C'est une hérétique, c'est ça ce qu'on va lui reprocher. Elle a prétendument des voix célestes, mais les voix célestes qu'elle va expliquer très intelligemment lors de son procès pour l'Église, ce sont ni plus ni moins que les voix du démon. Et pendant son procès, qui va durer de février à mai 1431, à Rouen, dirigé par l'évêque Pierre Cochon, durant son procès, on va lui tendre un piège. On n'arrive pas à la faire se contredire, parce que c'est une jeune fille, même si elle ne sait ni lire ni écrire, redoutablement intelligente. Alors, on va lui mettre des vêtements d'homme dans sa cellule, lui prendre ses vêtements de femme et lui mettre des vêtements d'homme. Donc elle va apparaître dans les derniers moments du procès en vêtements d'homme. Et là, au Moyen Âge, un homme ne pouvait pas s'habiller en femme. Une femme ne pouvait pas s'habiller en homme. C'était un signe de sorcellerie. Comme on lui redemande si elle est tout le temps toujours croyante dans les voix célestes qu'elle entend, bien sûr elle affirme qu'elle entend toujours les voix de Sainte Marguerite, de Sainte Catherine, de l'archange Saint Michel, qui lui propose d'aller délivrer la France. Elle est condamnée, retenez ce mot, pour relapse. Relapse, c'est le fait de continuer à nouveau dans son hérésie de sorcellerie. Les 120 hommes qui composent le procès dirigé par l'évêque de Beauvais Pierre Cochon sont probablement terrorisés par les Anglais et vont faire un verdict de complaisance. Comme toute sorcière, elle est condamnée à périr brûlée vive le 31 mai 1431. Jeanne d'Arc est brûlée vive à Rouen. En fait, on va faire 3 brasiers. Il est fort possible que lors du premier brasier, qui est situé en hauteur, elle soit morte intoxiquée. Le second brasier va brûler définitivement ses organes et on va faire en sorte de brûler complètement ses os de façon qu'il n'y ait pas un martyr derrière son cadavre et qu'une résistance française ne se développe. Voici la triste fin de Jeanne d'Arc. Mais c'est là que l'histoire continue. En effet, le roi Charles VII n'a rien fait pour sauver Jeanne d'Arc. Et c'est une des raisons pour lesquelles son fils, son successeur, le futur Louis XI, détestera toute sa vie son père. Mais le roi Charles VII et l'armée française, galvanisés par l'action de Jeanne d'Arc, finiront par vaincre le roi d'Angleterre, regardez sur votre carte, à la bataille de Castillon, dernière grande bataille de la guerre de Cent Ans. L'Église catholique n'est pas en reste. En 1456, le pape Calixte III ordonne la révision du procès de Jeanne d'Arc, et il la déclara innocente de tout péché, d'hérésie et de sorcellerie. Mieux que ça, en 1920, Jeanne d'Arc sera canonisée, c'est-à-dire va devenir une sainte de l'Église catholique. Voici donc brièvement, chers élèves, l'histoire que je vous ai contée d'un des personnages les plus extraordinaires de l'histoire de France. Imaginez donc une jeune fille de 17 ans qui mourra 2 ans plus tard, à 19 ans, devenant un des principaux chefs de l'armée française, un des principaux capitaines de guerre, se faisant une place dans ce monde de bruit et de fureur, de guerriers, d'hommes du fer, de l'acier et des épées, dans ce monde d'hommes où il n'y avait pas de place pour les femmes, du moins à la guerre, se faisant une place en étant un des chefs, transformant le destin de la nation française, permettant au roi Charles VII, qui était un roi timide, emprunté, de devenir petit à petit à la fin de son règne un grand roi, après avoir été sacré. Et c'est à ce moment-là que naît aussi un sorte de sentiment national. Si on était au XIXe siècle, et dans le cours de 4e, je vous parlerai de nationalisme, le fait d'avoir un sentiment d'attachement très fort à sa nation.
Eh ben, avec Jeanne d'Arc se développe un début de sentiment national. Les Anglais commencent à être fortement méprisés. On les surnomme les Godons. Et Jeanne d'Arc a beaucoup œuvré pour la victoire finale de la France dans la guerre de Cent Ans. À bientôt, mes chers élèves.